Lorsque le vétéran Mason Hale entra dans ce tribunal glacé du Montana, menotté et accusé de meurtre, tout le monde pensait connaître la vérité. Même sa famille l'avait abandonné. Mais ce qu'aucun d'entre eux ne pouvait imaginer, c'est que le seul être capable de prouver son innocence n'était pas un avocat, ni un témoin, mais son chien. Ce jour-là, alors que la tempête faisait rage et que le verdict approchait, un hurlement venu du dehors allait tout bouleverser. Car ce qui allait surgir à travers les portes du tribunal défiait toute logique. Un acte d'amour, de loyauté et de courage si pur qu'il allait changer le destin de toute une ville. Restez bien jusqu'à la fin car la vérité derrière cette histoire est plus incroyable que tout ce que vous avez pu entendre. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde, aimez, partagez, abonnez-vous. Et dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent de nos histoires. Les portes du tribunal explosèrent dans un fracas assourdissant. Un silence de plomb s'abattit sur la salle tandis que tous les regards se tournaient vers la source du vacarme. Un berger allemand, couvert de glace et de sang séché, surgit dans l'allée centrale comme une tempête vivante. Les huissiers se précipitèrent pour intercepter l'animal, mais le chien esquiva leurs mains avec une précision militaire, glissant entre eux comme une ombre entraînée au combat. « Ordre !» lança la juge Helena Marsh, son marteau suspendu en plein air. Mais le chien n'obéit pas. Il fonça droit vers la table de la défense et s'arrêta net devant l'homme enchaîné. Puis il laissa tomber quelque chose à ses pieds, une simple pièce de cuir, un gant durci par le sang et la neige. L'animal resta immobile, assis, bien droit, le regard fixé sur son maître. Un grondement sourd vibrait dans sa poitrine. Il ne bougeait plus. Il défendait quelque chose ou quelqu'un. L'accusé, Mason Hale, leva lentement les yeux vers lui. Ses mains tremblaient, les chaînes cliquetaient à chacun de ses gestes. Sa voix, lorsqu'elle sortit enfin, n'était qu'un murmure. « Scout !» Dans la galerie, le public retint son souffle. Le vent hurlait dehors contre les vitres gelées, mais à l'intérieur, le temps semblait suspendu entre deux battements de cœur. Sur le sol, entre l'homme et le chien, le gant gisait comme une accusation, ou peut-être comme une délivrance. Quelqu'un murmura à l'arrière de la salle « De qui est ce sang ?» Le narrateur reprit d'un ton grave « Laissez un like et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette histoire. » Car ce qui allait suivre, personne n'était prêt à l'entendre. Mason Hale, 30 ans, regardait sans bouger le chien haletant devant lui. Son pelage épais dégoulinait d'eau glacée, dessinant une flaque sombre sur le plancher du tribunal. Le tumulte reprit. « Huissier, saisissez cet animal !» ordonna la juge Marsh, sa voix tranchante comme le vent de janvier. Deux officiers s'approchèrent avec prudence. Scout retroussa les lèvres, dévoilant des crocs d'un blanc éclatant. Mais il ne mordit pas. Il resta campé là, protecteur, entre Mason et le monde entier. « Attendez !» lança une voix féminine. C'était maître Elise Carter, l'avocate commise d'office de Mason. 33 ans, les traits tirés par 6 mois de bataille judiciaire. « Votre honneur, cet animal, a peut-être apporté une preuve. » Le procureur, l'arrogant district attorney Adam Pierce, ricana. « Une preuve ? Ou juste un déchet qu'il a trouvé dans une benne à ordures ? Nous sommes dans un tribunal, pas dans un cirque. » Mais dans le public, quelqu'un souffla. Ce chien a couru plus de 12 kilomètres à travers la tempête. La rumeur parcourut la salle. On avait vu le berger allemand dans les rues, les pattes ensanglantées, fonçant dans la neige à en perdre haleine. La juge Marsh posa son marteau et observa la scène avec ce calme glacial qu'on ne lui connaissait que dans les moments graves. 30 ans qu'elle siégeait au tribunal du comté de Silver Pin. Et pourtant, rien ne l'avait préparée à ça. Ses doigts tapotèrent une seule fois sur le bois de son bureau, un geste rare qui trahissait l'incertitude. « Maître Carter, vous connaissez cet animal ?» demanda-t-elle. « Oui, votre honneur. C'est Scout, le chien d'assistance enregistré de Monsieur Hale. Il était sous ma garde pendant le procès. Et comment expliquez-vous qu'il se retrouve ici ? » « Je n'en ai aucune idée, » répondit l'avocate. « Ma fille m'a appelé ce matin. Elle a dit que le chien avait brisé la porte moustiquaire et s'était enfui dans la neige. » Mason prit la parole, la voix tremblante. « Il a trouvé quelque chose ?» Tous les regards convergèrent vers lui. « Scout était un chien militaire, » continua-t-il. « Détection d'explosifs, Afghanistan. » Il déglutit difficilement. « S'il a apporté ce gant, c'est qu'il y a une raison. » Le procureur se leva, furieux. « Objection. Le prévenu ne peut pas spéculer sur les motivations d'un animal. Ce chien n'est clairement pas un animal ordinaire. Et ce procès n'a jamais été ordinaire non plus, coupa la juge Marsh d'un ton glacé.
Mason Hale portait sur lui 6 mois d'enfermement, 6 mois de regards accusateurs. Avant tout ça, il travaillait jour et nuit dans une scierie pour payer les soins de sa mère, Evelyn Hale, 75 ans, assise au premier rang. Ses doigts fripés serraient un mouchoir comme si sa vie en dépendait. À côté d'elle, un siège vide, celui de sa fille, Anna. Elle avait cessé de venir dès la 2e semaine du procès, incapable de supporter la honte. Le seul être qui n'avait jamais abandonné Mason, c'était Scoot, jusqu'à ce qu'on le lui retire aussi. Et maintenant, le voilà de retour, tremblant, blessé, mais debout, comme s'il refusait d'abandonner. Dehors, la tempête redoublait. La neige s'amoncelait contre les fenêtres, le vent sifflait à travers les joints du vieux bâtiment. Les routes allaient bientôt être fermées. Tout ce qui devait arriver devait se produire maintenant. 6 mois plus tôt, un soir de novembre où la première neige tombait sur le Montana, Mason Hale assurait la ronde de nuit à la scierie de Brighton Timber. Les néons bourdonnaient au plafond et ses pas résonnaient sur le béton froid. À 23h47, son téléphone vibra. Un nom s'afficha, Caleb Ross. Il n'avait pas parlé depuis 1 an. Caleb avait été le médecin de terrain de leur unité en Afghanistan. Le genre de soldat qui se souvenait des anniversaires de chacun, qui écrivait les lettres des autres quand leurs mains tremblaient trop. « Caleb » dit Mason surpris. « Mason, j'ai besoin de te voir. Ce soir. Maintenant ?»« Oui, c'est urgent. J'ai découvert quelque chose à propos du groupe Vardon. À propos de Mark. Ça implique des ventes d'armes illégales. » Le nom fit se contracter l'estomac de Mason. Mark Vardon avait été leur chef d'escouade, celui dont il avait sauvé la vie en le portant 4 kilomètres à travers le désert après qu'un IED lui ait arraché la jambe. « De quoi tu parles ?»« Pas au téléphone. Retrouve-moi à Pin Hollow, la vieille route forestière. Tu connais l'endroit. »« Caleb, il est presque minuit. Il neige à plein ciel. S'il te plaît, t'es le seul en qui j'ai confiance. » Puis la ligne coupa. Mason enfile sa veste et sifflote « Scoot !» Le chien surgit aussitôt, fidèle comme toujours. Ils prirent la route dans la neige épaisse, les phares traçant des tunnels de lumière blanche à travers la nuit. Le thermomètre baissait à vue d'œil. Il arrive à 0h15. Le pick-up de Caleb était garé là, portière grande ouverte. Mason sentit une angoisse sourde lui tordre les tripes. Ses bottes crissèrent dans la neige fraîche. « Caleb » appela-t-il. Pas de réponse, juste le vent et le bruissement des pins. Puis il le vit. Le corps. Caleb Ross gisait près du ruisseau gelé, les yeux ouverts vers le ciel. La neige s'accumulait déjà sur son visage. Une tache sombre s'étendait sur sa poitrine. Mason tomba à genoux, cherchant un pouls. Rien. Le corps était encore tiède, mais la vie s'était envolée. « Non, non, non !» murmura-t-il. Ses mains revinrent rouges. Scoot gémit doucement, flairant l'air. C'est alors qu'ils entendirent les sirènes. Impossible. Ils n'étaient là que depuis 3 minutes. Qui les avait appelés ? Les gyrophares rouges et bleus découpèrent la nuit. Des silhouettes armées surgirent entre les arbres. Les mains en l'air. Mason leva ses mains ensanglantées. « Je viens d'arriver. Je l'ai trouvé comme ça. » Ils le plaquèrent au sol. Son arme de service fut retrouvée à 20 mètres du corps, encore chaude. Ses empreintes sur la crosse. Dans son pick-up, sous le siège passager, les policiers découvrirent une liasse de billets. 5 000 $ emballés dans du plastique. De l'argent que Mason n'avait jamais vu. « C'est Caleb qui m'a appelé », répétait-il tandis qu'on lui passait les menottes. « Vérifiez son téléphone, il y aura l'appel. » Mais quand ils inspectèrent le téléphone, le journal d'appel avait été effacé. Aucun appel entrant, aucun message sortant depuis 6 heures. Rien, convenant. Le voisin le plus proche de la scène avait vu Scoot courir derrière la voiture de police, hurlant à la mort jusqu'à ce que ses pattes cèdent dessous lui. On le retrouva 2 kilomètres plus loin, effondré dans un fossé de neige, les coussinets à vif. Animal Control l'avait récupéré, puis confié à un refuge. Et de là, après de nombreux appels et quelques documents signés, il avait fini chez Maître Carter, l'avocate commise d'office de Mason. C'était plus par pitié qu'autre chose, disait-elle. Elle ne savait pas encore que ce chien allait tout changer. 6 mois plus tard, dans ce tribunal au mur jauni par les années, l'histoire était devenue simple pour tout le monde. Mason Hale, vétéran de guerre, avait tué son ancien frère d'armes, Caleb Ross, à cause d'un trafic d'armes illégales. L'arme du crime, la sienne, le mobile, l'argent, le témoin clé, Mark Vardon, le héros en fauteuil roulant, ancien sergent respecté de tout Silver Pine. Le procureur, Adam Pierce, s'avança devant le jury, sa voix claire, autoritaire, pleine de certitude. «
Mesdames et messieurs, les preuves sont accablantes, les empreintes de Monsieur Hale sur l'arme, des résidus de poudre sur ses mains, 5 000 $ en liquide retrouvés dans son véhicule. Il a été surpris agenouillé devant le corps, les mains couvertes de sang. Tout pointe vers une seule vérité. Il a tué Caleb Ross pour l'empêcher de le dénoncer. Chaque mot tombait comme une pierre dans la salle. Le jury semblait hypnotisé. Maître Carter avait beau objecter, plaider, chercher la faille, tout semblait verrouillé. Les faits, les témoins, les émotions, tout jouait contre Mason. Et quand Mark Vardon entra dans la salle en uniforme de vétéran, la médaille d'honneur épinglée à la poitrine, la balance bascula définitivement. « Mason m'a sauvé la vie », dit-il d'une voix tremblante. « Mais la guerre l'a détruit. Il n'était plus le même en rentrant. Les crises, la colère, la paranoïa. Je l'ai vu sombrer. Caleb voulait parler. Il menaçait de tout révéler. Mason a paniqué. Il a fait ce qu'il croyait nécessaire. Les jurés pleurèrent. Le public hocha la tête. Personne ne vit que Mark Vardon ne regardait jamais Mason dans les yeux. Personne ne remarqua la crispation de ses doigts sur l'accoudoir de son fauteuil. À la pause, la juge Helena Marsh annonça « Reprise à 14 heures, nous rendrons le verdict avant la tombée de la neige. » Sa voix semblait trahir quelque chose, une hésitation qu'elle n'aurait jamais laissé paraître en 30 ans de carrière. Mais la tempête approchait et le comté tout entier voulait en finir. Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres du tribunal, dans la maison d'Elise Carter, Scoot tournait en rond. Il grognait, haletait, secouait la tête. Sa fille, Harper, une adolescente de 15 ans, le regardait faire avec inquiétude. « Maman a dit que tu devais rester calme », souffla-t-elle. Mais Scoot ne l'écoutait pas. Quelque chose brûlait dans son instinct. Quelque chose de terrible et d'invisible. À 11 heures précises, il prit sa décision. Il recula de 6 pas, baissa la tête et fonça droit dans la porte moustiquaire. Le métal plia sous le choc. Harper hurla, mais le chien avait déjà disparu, avalé par la neige tourbillonnante. La température avoisinait les moins 15 degrés. Le vent coupait comme des lames. La neige fouettait le sol en volutes blanches. Scoot courait, ses pattes s'entaillant à chaque pas, laissant derrière lui une trace rouge sang. Il traversa Main Street, passa devant le quincaillier où Mason achetait ses clous, devant le café où ils prenaient leur petit déjeuner le dimanche. Les gens le virent de passer, mais aucun n'imagina qu'il courait pour sauver une vie. Un policier tenta de l'intercepter à l'intersection de Pine et Jefferson. « On a repéré le chien du dossier Hale », dit-il à la radio. Il file vers le nord, mais Scoot était trop rapide, trop entraîné. Il connaissait les ruelles, les terrains, les chemins. Il avait appris à survivre dans les pires conditions. Arrivé au carrefour de Willow Road, au lieu de bifurquer vers le centre-ville, il prit à gauche, direction la forêt de Pine Hollow, le lieu du meurtre. L'instinct le guidait. Ce n'était pas une simple course, c'était une mission. Là-bas, sous 2 pièces de neige, quelque chose l'attendait. Il atteignit la clairière où les rubans jaunes de la police, déchirés par le vent, flottaient encore. Le monde était blanc, silencieux, presque paisible. Mais Scoot se mit à creuser, férocement, comme s'il voulait déterrer la vérité elle-même. Ses griffes labouraient la neige, ses pattes saignaient, mais il continuait. Jusqu'à heurter quelque chose de dur, du cuir, il tira. C'était un gant, en cuir brun, rigide et gelé, coincé sous une branche. Un gant de travail, mais pas ordinaire. L'odeur lui explosa dans les narines, un parfum d'après-rasage cher, mêlé à un solvant d'entretien pour armes à feu. Pas l'odeur de Mason, pas celle de Caleb, non, celle de Mark Vardon. Scoot le savait. Il l'avait senti des centaines de fois sur les gants que Vardon portait à la scierie, sur les outils qu'il manipulait. Ce parfum ne trompait pas. Le chien agrippa le gant dans sa gueule et reprit sa course. 3 kilomètres jusqu'au centre-ville. Ses muscles hurlaient, ses poumons brûlaient. Mais il courait encore. Il devait y arriver. Pour Mason, pour la vérité. La rivière Winter Creek, gelée sur la surface, se dressait comme la dernière barrière. Le pont était fermé à cause de la tempête. Scoot n'hésita pas. Il pose une patte sur la glace. Le craquement résonna aussitôt, un deuxième. Puis la surface céda. L'eau glaciale l'engloutit. Le froid le transperça jusqu'à l'âme. Il se débattit, agrippa le bord avec ses griffes, cherchant à respirer. Le gant resta coincé dans sa gueule, prisonnier entre ses crocs. Un autre aurait abandonné. Lui non. Il battit des pattes, se hissa sur la berge, haletant, tremblant. Son pelage se couvrit instantanément de givre. Et il continua à courir. Au tribunal, Elise Carter se leva pour sa plaidoirie. Son ton était calme, mais ses yeux trahissaient la fatigue. « Mesdames et messieurs du jury, je ne vous demande pas de croire en Mason Hale. Je vous demande de croire en la possibilité d'un doute.
Sa voix trembla légèrement. « Mon client clame son innocence depuis le premier jour. Et oui, les preuves semblent accablantes, mais parfois, ce qui semble évident ne l'est pas. » Mason l'écoutait sans l'entendre. Il fixait ses poignets enchaînés, la tête basse. Dans la salle, sa mère priait silencieusement. Mark Vardon, assis à 3 rangs derrière le procureur, vérifiait sa montre. Son pied bougeait nerveusement, comme un tic incontrôlable. Dehors, la tempête cognait contre les vitres. Les minutes s'étiraient, les flocons s'épaississaient, et soudain les portes du tribunal se mirent à vibrer. 1 fois, 2 fois, 3. Puis, avec un fracas d'enfer, elles explosèrent vers l'intérieur. Scoot venait d'entrer. La salle entière se figea. L'animal, ruisselant d'eau glacée et de sang, bondit entre les bancs, évitant les huissiers qui tentaient de le stopper. Ses griffes crissaient sur le parquet. Il franchit la barrière de la cour, atterrit devant Mason et lâcha le gant à ses pieds dans un bruit humide. Puis sans un son, il se redressa, haletant, les yeux fixés sur son maître. La juge Helena Marsh leva lentement son marteau. Personne ne bougeait. Adam Pierce ouvrit la bouche sans parvenir à prononcer un mot. Evelyn Hale porte une main à son cœur. Mason, lui, sentit ses chaînes vibrer entre ses doigts. Il murmura « Tu l'as trouvé. Mon Dieu, tu l'as trouvé. Bon chien. » Scoot remua faiblement la queue avant de s'effondrer sur le flanc. Sur le sol, le gant noirci reposait entre eux. Taille extra large, beaucoup trop grand pour les mains de Mason. Et il portait une odeur familière, celle d'un explosif militaire du LRDX, mélangé à un parfum coûteux, le parfum de Mark Vardon. Ce fut comme si le monde entier retenait son souffle. Le silence qui suivit fut irréel, le genre de silence qu'on ne rencontre qu'avant une tempête ou juste après un miracle. La juge Helena Marsh frappa 3 fois de son marteau, chaque coup résonnant comme un tonnerre dans la salle figée. « Ordre ! Nous aurons de l'ordre dans cette salle !» Sa voix tremblait, mais son regard restait de glace. L'instant était hors du temps. Un chien militaire, à moitié gelé, venait de pénétrer dans un tribunal pour déposer une preuve sanglante aux pieds de son maître. Une femme dans la galerie se leva brusquement. « Je suis vétérinaire !» cria-t-elle. C'était Dr Karen Blake, venue assister au procès par simple curiosité citoyenne. En 2 secondes, elle se retrouva agenouillée près de Scoot, ses doigts palpant le pelage glacé du chien. Hypothermie sévère, gelures multiples. Il faut le réchauffer immédiatement. Faites le nécessaire, Dr Blake, ordonna la juge, mais que personne ne touche à ce gant. Ses yeux se posèrent sur l'objet maculé de sang et de glace. Il s'agit peut-être d'une pièce à conviction. Ellis Carter se redressa, reprenant soudain toute sa combativité. « Votre honneur, je demande une suspension d'audience immédiate afin de faire analyser ce gant. Cela pourrait constituer une preuve cruciale. » Le procureur bondit sur ses pieds. « C'est absurde, nous ne pouvons pas interrompre un procès chaque fois qu'un animal apporte des détritus dans cette salle. »« Ce n'est pas un déchet, » coupa Mason d'une voix rauque. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Ce gant, c'est du matériel tactique, de marque Protec Military modèle Alpha 7. Ce genre de gant coûte une fortune. Et regardez la taille, XL. Moi, je porte du M. » Il leva ses mains menottées, couvertes de cicatrices, et il sent le RDX, de l'explosif. Je le reconnais entre 1000. Scoot aussi, c'est pour ça qu'il l'a trouvé. Dr Blake leva la tête de son travail. Il dit vrai, le tatouage dans son oreille gauche est celui d'un chien de service militaire. Et sa puce est toujours enregistrée au département de la Défense, pas au registre civil. Un murmure parcourut la salle d'audience. Même le procureur Pierce resta muet quelques secondes, son assurance vacillant. La juge inspira profondément. « Nous allons suspendre l'audience pour 2 heures. » Elle vérifia l'horloge, 12h30. « L'objet ira au laboratoire de notre service médico-légal immédiatement. Dr Blake, stabilisez ce chien. Monsieur le greffier, informez le chef de la police que je veux un technicien sur cette affaire dans les 5 minutes. » Son marteau frappa de nouveau. Audience suspendue, reprise à 14h30, et d'ici là je veux savoir ce que contient ce gant. Ce fut une ruée. Dans le sous-sol du tribunal, le technicien principal, Robert Chen, enfila des gants de latex, le front perlé de sueur. Le gant en cuir brun reposait dans un sac de preuves transparent sur la table métallique. « Extérieur taché de sang ?» dit-il en se penchant. « Je vais lancer le test de présomption. » Ellis Carter observait à travers la vitre, le cœur battant. À côté d'elle, Adam Pierce croisait les bras, les lèvres serrées. Chen déposa une goutte de réactif sur l'échantillon. En quelques secondes, la bandelette vira au rose vif. « Sang humain groupe O,
Négatif. Il consulta le dossier du procureur. C'est le groupe sanguin de Caleb Ross. Élise sentit ses jambes faiblir. Et à l'intérieur? On y va, répondit Chen, retournant délicatement le gant. Il y a de nombreuses cellules épithéliales. L'ADN de celui qui l'a porté. Je lance l'analyse express. Dans un coin, le détective principal, Frank Harris, vérifiait déjà les coordonnées de Mark Vardon. Quelque chose dans son instinct refusait de croire à la coïncidence. Pendant ce temps, la Dr Blake s'activait dans une salle annexe. Scoot, enveloppé dans des couvertures chauffantes, grelottait encore. Un tube intraveineux coulait lentement, apportant chaleur et hydratation. Mason, assis sur le sol, tenait sa patte bandée. « Tiens bon, mon grand », murmura-t-il. « Tu m'as déjà sauvé une fois, tu peux le refaire. » Dr Blake leva les yeux. « Il se battra. Ces chiens sont plus forts que nous tous. Mais ses pattes, la gelure est profonde, il risque d'y perdre des orteils. Peu importe. » Mason lui caressa la tête. Tant qu'il vit. À 14h10, le détective Harris revint en trombe couvert de neige. Il tenait un dossier sous le bras, et son visage disait tout. « Votre honneur », lança-t-il en pénétrant dans la salle avant même la reprise officielle. « Nous avons exécuté un mandat de perquisition chez Mark Vardon, et ce que nous avons trouvé change tout. » La juge fit signe de continuer. Son garage contenait un coffre fort dissimulé derrière un panneau. À l'intérieur, 3 armes enregistrées, un second gant identique à celui trouvé par le chien et un carnet. Le carnet détaille la soirée du meurtre de Caleb Ross minute par minute. Phase 1, éliminer la menace. Phase 2, piéger Mason Hale, le tout accompagné de photos, d'échantillons de terre, de téléphones prépayés. Un brouhaha emplit la salle. Le procureur Pierce blêmit. « Et ce n'est pas tout !» poursuivit Harris. Le carnet mentionne aussi la mort de son épouse, Helen Vardon. Il écrit « Elle en savait trop. Elle a découvert le garage. Faire passer ça pour un suicide. » La juge Marsh se redressa, la gorge serrée. « Mon Dieu !» Au même moment, dans le laboratoire, Robert Chen fixait son écran, incrédule. Il relança le test, puis encore une fois. Même résultat. Il décrocha le téléphone et composa le numéro de la salle d'audience. Les résultats ADN sont formels. L'intérieur du gant correspond à Mark Vardon, taux de certitude 99,9%. Elise Carter sentit une larme rouler sur sa joue. Mason, lui, resta muet, comme si ses muscles refusaient de croire à ce qu'ils entendaient. Quand la juge rappela tout le monde à l'ordre, la tension était électrique. Le détective Harris déposa sur la table du procureur la boîte à preuves, le carnet, les photos. Chaque élément venait clouer un peu plus le cercueil du faux héros. « Monsieur Vardon, dit la juge d'une voix tranchante, veuillez vous lever. » Dans la galerie, Mark Vardon tenta un sourire. « Votre honneur, tout cela est absurde. Ce carnet n'est qu'un vieux journal de guerre. Ces preuves ont été manipulées. » Mais au moment où 2 huissiers s'approchèrent de lui, il se leva d'un bond, trop vite, trop aisément, pour un homme censé ne pas pouvoir marcher. Les murmures s'étouffèrent, ses jambes tremblaient, mais tenez bon. « Asseyez-vous immédiatement, monsieur Vardon », ordonna la juge. « Vous ne comprenez pas », cria-t-il. Sa voix monta, hystérique. « Ce n'est pas ce que vous croyez. » Les huissiers l'encerclèrent. « Vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de meurtre, fraude et parjure. »« C'est lui !» hurla Vardon en pointant Mason. « C'est lui qui a tout provoqué. C'est lui qui a donné l'ordre dans cette vallée. » La juge Marsh claqua son marteau. « Assez. Vous aurez tout loisir de vous défendre plus tard. Pour l'instant, vous êtes sous garde. » La salle explosa en cris, en larmes, en exclamations. Evelyn Hale s'effondra en sanglotant. Elise Carter posa la main sur l'épaule de Mason. « C'est fini », murmura-t-elle. « C'est enfin fini. » Mais Mason ne répondit pas. Il regardait simplement Scoot, allongé sur sa couverture, les yeux entr'ouverts. Le chien leva faiblement la tête, son regard disait tout. Mission accomplie. Le marteau de la juge retomba une dernière fois. Toutes les charges contre Mason Hale sont levées. Ce tribunal vous présente ses excuses officielles. Monsieur Hale, vous êtes libre. Les chaînes tombèrent dans un cliquetis métallique. Mason resta immobile quelques secondes, incapable de croire à la légèreté de ses poignets nus. Puis, lentement, il tomba à genoux près de Scoot et le serra dans ses bras. « Merci », murmura-t-il, sa voix brisée. « Merci, mon frère. » Le chien bougea à peine, mais sa queue frappa le sol 2 fois, comme une réponse. Les huissiers tenaient Mark Vardon par les bras, mais il se débattait avec la rage d'un homme qui voyait s'effondrer la façade qu'il avait mis des années à bâtir. Sa voix éclata dans le tribunal, brute, déchirante. « Vous ne savez rien. Vous croyez tous que je suis un monstre,
Mais vous n'étiez pas là. Vous ne savez pas ce que c'est de rentrer du désert avec une jambe en moins et le regard vide de ceux qu'on n'a pas pu sauver. La juge Helena Marsh tenta de reprendre le contrôle, son marteau claquant contre le bois. « Monsieur Vardon, assez, vous venez de commettre 2 meurtres et de mentir sous serment. Vous n'êtes pas en position. Taisez-vous !» hurla-t-il, le visage rouge de colère. « Vous voulez savoir la vérité? Alors écoutez-la. » Le tribunal entier retint son souffle. Cette embuscade là-bas, dans la vallée de Nawak, c'était sa faute à lui. Il désigna Mason d'un doigt tremblant. J'ai dit qu'on devait attendre l'appui aérien, mais il a insisté. Il voulait avancer, il voulait jouer les héros. 6 hommes sont morts à cause de lui. 6. Et moi, j'ai perdu ma jambe. Vous savez ce que ça fait de se réveiller chaque matin et de sentir un membre fantôme brûlé, de regarder sa femme et de voir dans ses yeux qu'elle ne vous reconnaît plus? Mason se leva lentement. Son visage n'exprimait ni colère ni peur, juste une lassitude infinie. « Mark, c'est toi qui as donné l'ordre d'avancer. Pas moi, c'est dans les rapports, dans les enregistrements. Tu t'en souviens? Tu as refusé d'attendre les hélicos parce que tu voulais capturer le convoi avant qu'il ne disparaisse dans les montagnes. Mensonge! Cracha Mark. Mason continua la voix basse mais ferme. J'ai protesté. Tu as haussé le ton devant toute l'escouade. Tu m'as rappelé que tu étais sergent et moi simple caporal. Alors on t'a suivi. Et quand l'IED a explosé, c'est moi qui t'ai porté sur 4 kilomètres. Tu te souviens de ça aussi? Un murmure parcourut la salle. Mark pâlit. Ses mains tremblaient. Ce jour-là, reprit Mason, j'ai cru que je perdais tout. Et toi aussi. Mais on a survécu. Et au lieu de te battre pour vivre, tu t'es battu pour mentir. Tu t'es construite une histoire où tu étais la victime, et moi le coupable. Parce que c'était plus facile, intervint la juge d'une voix étrangement douce. Plus facile que d'affronter la honte. Mark baissa la tête. Ses épaules s'affaissèrent. La colère laissait place à la fatigue, à la vérité qu'il ne pouvait plus nier. « Hélène » murmura-t-il. Elle l'a compris, elle aussi. Elle savait que j'avais fait une erreur ce jour-là. Elle voulait en parler. Alors j'ai fait en sorte qu'elle se taise. J'ai tout fait pour me convaincre que c'était un accident. Mais chaque nuit, je la voyais encore. Ses yeux, juste avant, il s'interrompit, le souffle court. Et Caleb, il avait trouvé les preuves. Il m'a menacé de tout révéler. Je n'avais plus rien à perdre. Alors j'ai recommencé, une fois de plus. Les larmes coulaient sur ses joues, incontrôlables. Vous croyez que je suis un monstre, mais je ne suis qu'un soldat qu'on a oublié. Un homme brisé qui ne savait plus comment vivre avec ce qu'il avait fait. Le détective Harris s'avança lentement. Et pour ça, vous avez fait condamner un innocent. Mark releva la tête, le regard vide. Peut-être, mais au moins, maintenant, tout est défini. Non, répondit Mason d'une voix calme. Rien n'est défini. Il s'avança, les chaînes encore autour de ses poignets. Les huissiers voulurent l'arrêter, mais la juge fit un geste. Laissez-le. Mason s'arrêta à 1 mètre de Mark. Le silence était total, si dense qu'on aurait pu entendre tomber un flocon de neige dehors. Pourquoi, Mark? Pourquoi avoir tout détruit? On était frères. Tu étais plus qu'un chef pour moi. Tu étais ma famille. Mark serra les mâchoires. Parce que tu as survécu. Parce que tu pouvais encore marcher, rire, respirer sans douleur. Parce que chaque fois que je te voyais, je voyais ce que j'aurais pu être si je n'avais pas tout perdu. Et tu penses que ça te donne le droit de tuer? Mark ne répondit pas. Il ferma simplement les yeux, une larme solitaire glissant sur sa joue. La juge Marsh prit la parole d'une voix brisée. « Monsieur Vardon, vous venez d'avouer 2 meurtres en plein tribunal, vous êtes en état d'arrestation. » Elle se leva lentement. « Emmenez-le. » Mais alors qu'on le menait vers la sortie, Mason leva la main. « Attendez. » Tous les regards se tournèrent vers lui. « Votre honneur, laissez-moi lui parler, juste un instant. » L'avocate Carter pose une main sur son bras. « Mason, tu n'as pas à faire ça. Je sais. » Il la regarda avec gravité. « Mais j'en ai besoin. » La juge hésita, puis acquiesça. 5 minutes, pas une de plus. Mason s'approcha lentement de Mark. Les huissiers restèrent à distance prudente. Le vétéran en fauteuil, désormais debout, semblait plus petit, plus vieux, vidé de toute arrogance. « Pourquoi, Mark ?» demanda Mason à voix basse. « Pourquoi ne pas m'avoir simplement dit la vérité? On aurait pu affronter ça ensemble. » Mark le fixa, les yeux pleins de désespoir. « Parce que j'avais peur que si j'avouais, tout le monde découvre que j'étais faible, que je n'étais pas un héros, juste un homme ordinaire, et je ne pouvais pas supporter cette idée. » Mason prit une longue inspiration. « Tu veux savoir ce que je crois? Je crois qu'au fond, tu t'en voulais déjà.
Tu as vécu avec ce poison pendant des années, et tu aurais fini par te détruire, même sans moi. Mark baissa la tête, ses lèvres tremblaient. Peut-être, mais toi, Mason, toi, tu as encore une chance. Leurs regards se croisèrent. Deux soldats marqués par la guerre, deux destins que la douleur avait opposés. Mason posa une main sur l'épaule de Mark. J'aurais préféré que tu sois mort là-bas, en héros, plutôt que de te voir devenir ça. Mais malgré tout, je te pardonne. Le mot résonna dans la salle comme un coup de tonnerre. Le procureur, l'avocate, même la juge restèrent figés. Mark releva la tête, incrédule. « Quoi ? Je te pardonne, répéta Mason. Pas pour toi, pour moi, parce que je refuse que ta haine devienne la mienne. » Mark chancela. Ses jambes fléchirent. Il s'effondra à genoux, les mains sur le visage, secoué de sanglots. La juge Marsh détourna le regard, une larme glissant discrètement sur sa joue. « Monsieur Vardon, dit-elle d'une voix tremblante, vous êtes condamné à être remis aux autorités fédérales. Vous répondrez de vos crimes devant la justice. » Elle marqua une pause, le visage fermé. « Et vous vivrez avec le poids de vos actes. » Les huissiers l'escortèrent hors de la salle. Mais juste avant de franchir la porte, Mark se retourna vers Mason. Ses lèvres bougèrent, sans un son, murmurant peut-être un « merci » ou un « pardon », puis il disparut. Le silence revint, un silence lourd, mais différent. Pas celui de la peur, celui du soulagement, du vide après la tempête. La juge Marsh se leva. « Monsieur Hale, au nom de cette cour, je vous présente nos excuses. Une erreur judiciaire d'une telle gravité ne devrait jamais se produire. Vous êtes un homme libre. » Mason ne répondit pas. Il regardait Scout, toujours allongé sur la civière, ses yeux brillants tournés vers lui. Il s'agenouilla, posa le front contre celui du chien. « Tu l'as fait, mon garçon. Tu as ramené la vérité, tu m'as ramené la vie. » Scout ferma les yeux, épuisé, mais sa queue remua faiblement, comme s'il comprenait. La neige tombait toujours à gros flocons sur Silver Pine lorsque Mason sortit enfin du tribunal libre pour la première fois depuis 183 jours. Le vent mordait sa peau, mais il s'en moquait. Chaque respiration lui semblait un cadeau, chaque pas un miracle. Devant lui, la route était vide, silencieuse, noyée sous le blanc. Il inspire profondément. L'air glacé lui brûla les poumons, mais c'était le goût de la liberté. Dans la rue, des journalistes se pressaient déjà derrière les barrières, les flashs crépitaient, les caméras braquaient sur lui. On criait son nom, on lui lançait des questions. « Mason, que ressentez-vous après votre acquittement ? Avez-vous un message pour les vétérans injustement condamnés ? Est-il vrai que votre chien a sauvé votre vie ?» Il n'entendait rien. Tout ce qu'il voyait, c'était la civière qu'on chargeait dans l'ambulance. Scout, enveloppé dans une couverture thermique, son pelage encore humide, le regard perdu mais conscient. Mason se fraya un chemin entre les policiers. « Je viens avec lui. » Un ambulancier secoua la tête. « Vous ne pouvez pas, monsieur. Nous devons le transférer à la clinique vétérinaire d'urgence. » Mason posa sa main sur le brancard. « Écoutez, ce chien m'a sauvé la vie. Laissez-moi juste monter à l'arrière. » L'homme hésita puis finit par céder. « D'accord, montez, mais ne touchez à rien. » L'ambulance démarra en trombe, ses pneus peinant à accrocher la neige. Mason s'assit à côté du brancard, fixant Scout. Le chien haletait faiblement, ses yeux papillonnant d'épuisement. Le bip de la machine de monitoring rythmait le silence. « Tiens bon, soldat, » murmura Mason. « On a survécu à pire. Tu te souviens de Sangar, du désert, de la nuit où t'as trouvé la piste des otages? Tu n'as jamais abandonné, pas une seule fois, alors pas maintenant, pas ici. » Le chien remua faiblement les oreilles, comme s'il reconnaissait le ton de commandement, celui de leurs années sur le terrain. Mason sentit une brûlure dans sa gorge, la même qu'autrefois, quand il prononçait les derniers ordres à des hommes qui ne reviendraient pas. Le véhicule cahotait sur les routes enneigées. Par la fenêtre, les lumières de Silver Pine disparaissaient peu à peu derrière eux. La ville semblait minuscule, insignifiante face à l'immensité glacée. À la clinique, la docteure Karen Blake les attendait déjà, en blouse blanche, le regard dur, mais compatissant. « Salle 3, on y va vite. » On installa Scout sur la table d'opération. Des vétérinaires s'activèrent autour de lui, plaçant des cathéters, injectant des fluides, coupant les poils gelés autour des plaies. Mason resta dans un coin, les poings serrés. « Lésion sévère sur les pattes avant », annonça la docteure. « Il a perdu beaucoup de sang, mais la circulation revient lentement. C'est un miracle qu'il ait survécu à la traversée de la rivière. » Mason se rapprocha. « Dites-moi la vérité, docteur, il va s'en sortir ?» Elle le regarda longuement avant de répondre. « Je ne peux pas le garantir,
Il a le cœur fort, mais son corps est à bout. Ce qu'il a fait, aucun chien n'aurait dû pouvoir le faire. Il s'est vidé de son énergie jusqu'à la dernière once. Si on ne l'avait pas trouvé à temps, il serait mort dans la neige. Le mot mort résonna dans la pièce comme une lame. Mason sentit le sol vaciller sous ses pieds. Faites tout ce que vous pouvez, tout, peu importe le coût. Ce n'est pas une question d'argent, dit-elle doucement. C'est une question de volonté. Et je crois qu'il en a encore. Elle posa une main sur le flanc du chien. Ce qu'il a fait aujourd'hui, monsieur Hale, c'est au-delà de l'instinct. C'est de la loyauté pure. Il savait que vous étiez en danger et il a tout risqué pour vous sauver. Mason serra les dents. C'est un soldat. Il n'a fait que suivre sa mission. La docteure esquissa un léger sourire. Peut-être, mais les missions ne se terminent pas toujours avec autant de courage. Les heures passèrent. Le blizzard s'intensifiait dehors, recouvrant les routes d'un manteau de silence. Mason resta assis dans la salle d'attente, incapable de bouger. Les bruits de l'hôpital, les voix, les pas, tout lui semblait lointain, étouffé. Il repensait à ses mois de prison, aux murs froids, au visage de sa fille Anna qu'il n'avait pas revue depuis son arrestation. Anna, elle avait 15 ans maintenant, trop jeune pour comprendre la complexité du monde, mais assez vieille pour se souvenir de la honte. Quand il avait été arrêté, elle avait cessé de lui parler. Elle avait changé d'école, coupé les ponts avec tout le monde. Il n'avait reçu aucune lettre, aucun appel. Mais il comprenait. Comment lui en vouloir? Et maintenant, tout ce qu'il voulait, c'était une seconde chance. Pour elle, pour Scout, pour lui-même. Vers 23 heures, la porte s'ouvrit. La docteure Blake entre, fatiguée mais souriante. « Il est stable !» Mason se leva d'un bond. « Quoi? Vous êtes sérieuse? » « Oui. Il a une hypothermie sévère, mais son rythme cardiaque s'est stabilisé. Il a perdu 2 doigts de patte, mais il va s'en remettre. Il est fort. » Un rire étranglé s'échappa de la gorge de Mason. Il passe une main sur son visage, incapable de retenir ses larmes. « Merci, docteur. Merci infiniment. » Elle posa une main sur son épaule. « Allez le voir. » Mais doucement. Il entre dans la salle. Scout reposait sur une couverture chauffante et branchée à plusieurs perfusions. Son torse se soulevait lentement. Régulièrement, Mason s'assit près de lui. « Et mon grand, tu m'as encore sauvé la vie. Et cette fois, tu ne me laisses plus jamais. Compris ?» Le chien ouvrit faiblement les yeux. Son regard croisa celui de Mason. Une lueur y passa, fugace mais vivante. Mason lui caressa doucement la tête. « On rentrera à la maison, toi et moi. Une vraie maison. Pas une cellule. Pas un champ de bataille, juste la paix. » Il resta là toute la nuit, sans dormir, la main posée sur le flanc chaud du chien. Dehors, la neige continuait de tomber, effaçant peu à peu toutes les traces du passé. Le lendemain matin, le soleil se leva sur Silver Pine. Les montagnes scintillaient d'un éclat doré. L'air semblait plus léger, plus pur. La tempête était passée. Dans la salle, Scout dormait profondément, son souffle régulier emplissant la pièce. Mason se leva, ouvrit les rideaux et laissa entrer la lumière. Elle baignait la pièce d'une clarté douce, presque sacrée. Il sourit. « On a survécu, vieux frère. » Encore une fois. Mais derrière ce sourire, il savait qu'une autre bataille commençait, celle de la reconstruction. Reprendre sa vie, réparer ce qui pouvait l'être, affronter la ville qu'il avait jugée avant de l'écouter. Et surtout, retrouver Anna. Ce jour-là, il prit une décision. Dès que Scout serait assez fort pour marcher, ils partiraient ensemble, loin de Silver Pine, loin des regards, pour recommencer ailleurs dans un endroit où le passé ne les suivrait plus. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que le passé n'oublie jamais vraiment, et que certains fantômes de Silver Pine n'avaient pas encore dit leur dernier mot. 2 semaines passèrent. Le temps semblait suspendu entre 2 saisons. Le vent froid du Montana glissait encore sur les toits de Silver Pine, mais la neige fondait lentement, découvrant des routes, des trottoirs et des traces de pas effacées depuis trop longtemps. À la clinique vétérinaire, Scout se remettait doucement. Son pelage, désormais rasé par endroits, laissait voir les cicatrices qui racontaient son combat. Chaque matin, Mason venait avant l'aube. Il apportait du café pour la docteure Blake et s'asseyait sur le sol à côté de la cage de rééducation. Scout reconnaissait son pas avant même qu'il n'entre. Il levait la tête, battait faiblement de la queue et Mason murmurait « C'est bien, mon vieux, encore un jour de gagné. » Un matin, la docteure entra avec un léger sourire. « Bonne nouvelle, il va pouvoir marcher à nouveau, pas longtemps et pas vite, mais il pourra. » Mason se leva d'un bond. « Sérieusement ? Oui, je veux dire, il lui faudra du temps, et il ne pourra plus courir comme avant. »
mais il sera capable de marcher sans douleur. Mason ferma les yeux, soulagé. Il a toujours été plus fort que moi. Elle esquissa un sourire. Les chiens comme lui ne renoncent jamais. Et je crois que vous non plus. Ce jour-là, Mason sortit de la clinique avec une idée fixe. Il prit la vieille route de Ridgeway, celle qui menait à la banlieue ouest, et s'arrêta devant une maison qu'il n'avait pas vue depuis des mois. Les rideaux étaient tirés, le perron couvert de neige fondue. Il resta longtemps dans sa voiture, le moteur encore allumé, son cœur battait trop vite. Finalement, il descendit, les mains tremblantes, 3 pas, puis 4. Il frappa à la porte. Rien. Il allait partir quand la porte s'ouvrit légèrement. Une adolescente aux cheveux châtains attachés en queue de cheval apparut. Ses yeux bleus, si semblables à ceux de sa mère, s'écarquillèrent. « Papa !» Le mot lui traversa le cœur. Mason resta figé, incapable de parler. « Anna !» souffla-t-il enfin. « C'est moi !» Elle hésita comme si son cerveau refusait d'y croire. Puis elle recula d'un pas. « Tu ne devrais pas être ici. Je sais, mais je devais te voir. » Elle resta dans l'encadrement, sans bouger. « Maman ne veut pas que je te parle. Elle dit que tout ce qui s'est passé, je sais ce qu'elle dit. Et elle a raison d'avoir eu peur, mais les choses ont changé, Anna. Ils ont trouvé le vrai coupable, l'homme qui a fait tout ça. » Anna fronça les sourcils. « C'est vrai ? Oui, j'ai été innocentée, officiellement. » Elle ne répondit pas. Le silence entre eux était lourd, chargé de tout ce qu'il n'avait pas dit. Mason prit une inspiration. « Tu te souviens de Scoot ?» Ses yeux s'illuminèrent. « Bien sûr. Est-ce qu'il va bien ? Il a été blessé, mais il s'en sort. Il t'a toujours protégé, tu sais. Même quand j'étais enfermé, je savais qu'il veillait encore, d'une manière ou d'une autre. » Elle esquissa un sourire timide. « Est-ce que je peux le voir ? Bientôt, je te promets. » Ils restèrent là, sur le perron, sans rien dire. Puis soudain, elle fit un pas en avant et le prit dans ses bras. Mason sentit ses jambes trembler. Il l'enlaça doucement, comme s'il avait peur de la briser. Elle sanglotait contre sa veste. « Je suis désolé, papa. J'ai eu tellement peur. Chut, c'est fini maintenant. C'est fini. » Les minutes passèrent. La porte de la maison s'ouvrit brusquement derrière eux. Une femme apparut, la cinquantaine, manteau sur les épaules, regard méfiant. « Mason !»« Sarah !» dit-il calmement. « Tu ne devrais pas être ici. Je sais, mais je devais lui parler. » Elle le fixa longuement, puis son expression se détendit. « J'ai vu les infos. Tout le monde parle de toi, du chien, de ce procès. Ce n'est pas de moi qu'il faut parler, c'est de lui. Scoot a tout fait. » Un silence, puis Sarah soupira. « Je ne sais pas si je peux te pardonner pour ces mois d'absence, mais je peux admettre que j'ai eu tort de te croire coupable. Ce n'est pas le pardon que je demande, juste une chance de recommencer. » Elle hésita, puis hocha lentement la tête. « Alors recommence. » Ce soir-là, Mason rentra à la clinique avec le cœur plus léger qu'il ne l'avait jamais été. Scoot dormait paisiblement, une patte bandée, la tête posée sur son coussin. Mason s'assit près de lui et lui raconta tout. « Elle t'attend, mon grand. Quand tu seras prêt, on rentrera tous les deux. Anna veut te revoir. » Scoot ouvrit les yeux, ses oreilles bougèrent. Mason sourit. « Oui, je sais, elle t'a toujours préféré à moi. » La docteure Blake entra discrètement. « Vous savez, ce lien que vous avez, il est rare. Ce n'est pas juste de la fidélité, c'est de la compréhension. Ce chien vous lit comme un livre ouvert. » Mason acquiesça. « On s'est sauvé la vie plus d'une fois. Il ne m'a jamais trahi, jamais abandonné. Et il ne le fera jamais, » répondit-elle doucement. Mais dehors, dans la nuit glacée, un moteur démarra. Une silhouette observait la clinique depuis sa voiture, phares éteints. Des jumelles pointaient vers la fenêtre de Scoot. Le souffle de l'homme formait des nuages dans l'air froid. Il pose un téléphone contre son oreille. « Oui, c'est confirmé. Il est vivant, et le chien aussi. » Une voix grésilla à l'autre bout de la ligne. « Fais ce qu'il faut. Aucune trace, compris ? » « Compris. » La silhouette rangea le téléphone puis remit le contact. Le bruit du moteur se perdit dans la nuit. Le lendemain matin, Mason se réveilla sur le siège près de Scoot. La clinique semblait paisible. Mais quand il sortit pour aller chercher un café, il remarqua quelque chose d'étrange. La porte arrière de la clinique n'était pas fermée. Il fronça les sourcils. « Docteur Blake, vous avez laissé la porte du service arrière ouverte ?» Elle leva les yeux de ses papiers. « Non, pourquoi ?» Il s'approcha, la referma doucement. Mais un détail le frappa, des traces de pneus fraîches dans la neige juste derrière le bâtiment. Des empreintes de bottes récemment faites. Il sentit son estomac se nouer. « Quelqu'un est venu ici cette nuit ?» La docteure pâlit. « Comment ça ? J'en ai vu assez pour reconnaître des traces d'observation.
quelqu'un nous surveille. » Il retourna près de Scout, posa sa main sur sa tête. « T'as encore du travail, mon grand. Il semblerait que la guerre n'est pas terminée. » Le chien leva les yeux, comme s'il comprenait. Dehors, la neige recommençait à tomber, couvrant lentement les traces. Mais Mason savait que le danger, lui, ne s'effacerait pas aussi facilement. Le jour suivant, Mason resta en alerte. Chaque bruit, chaque ombre lui semblait suspecte. Après des années passées en Afghanistan, il connaissait ce sentiment, celui d'être observé, chassé sans pouvoir le prouver. Mais cette fois, le champ de bataille n'était pas un désert, c'était une petite ville enneigée, et le danger rôdait dans les ruelles familières. À midi, il sortit pour prendre l'air. Le soleil hivernal filtrait à travers les nuages, jetant des reflets pâles sur la vitre de la clinique. Il regarda son reflet et se demanda combien d'hommes comme lui avaient cru pouvoir tourner la page. Derrière lui, la voix de la docteur Blake le tira de ses pensées. « Tout va bien ? Vous avez l'air ailleurs. »« Je ne suis jamais très loin de là-bas, » répondit-il avec un demi-sourire. « Là-bas ? Là où on apprend à ne jamais baisser sa garde. » Elle le regarda avec une douceur mêlée d'inquiétude. « Vous avez gagné le droit de vivre sans cette peur, Mason. Laissez les fantômes derrière vous. »« Les fantômes, peut-être, mais pas ceux qui respirent encore. » Elle fronça les sourcils. « Vous pensez que quelqu'un vous suit ? Je ne pense pas. J'en suis sûr. » Il sortit une photo pliée qu'il gardait dans sa veste. C'était celle trouvée dans le carnet de Vardon, celle qui montrait un groupe d'hommes en uniforme. Ce n'était pas juste lui. Le trafic d'armes dont Caleb avait parlé, il impliquait plusieurs anciens du bataillon. Vardon n'était qu'une pièce. Si quelqu'un là-dedans pense que je vais parler, ils viendront. La docteure se figea. Vous croyez qu'ils oseraient, ici, dans une clinique vétérinaire? Les hommes désespérés n'ont plus de frontières. À ce moment-là, Scout gémit doucement depuis sa cage. Il tentait de se lever, ses pattes bandées, tremblant sous son poids. Mason s'agenouilla à côté de lui. « Doucement, garçon, pas encore. » Mais Scout insista. Il posa sa patte avant, puis l'autre. Le vétéran sentit un frisson le parcourir. Le chien, malgré sa faiblesse, essayait de se redresser, comme s'il sentait la menace lui aussi. « Il le sent ?» murmura Mason. « Les chiens sentent tout », répondit la docteure. « Mais parfois, c'est juste la tension qu'ils perçoivent chez leur maître. »« Non, » dit Mason. « Ce n'est pas ça. C'est un instinct de soldat. Le sien est encore plus aiguisé que le mien. » Ce soir-là, la clinique ferma plus tôt. Le vent s'était levé, soulevant la neige en rafales glaciales. Mason proposa de rester pour veiller sur Scout. La docteure accepta. Elle lui laissa les clés. Vers minuit, le silence était presque total. Mason lisait un vieux journal militaire quand un craquement retentit dehors. Il releva la tête. Un bruit métallique, léger, comme une portière qu'on referme doucement. Son cœur accéléra. Il se leva, jeta un coup d'œil à Scout. Le chien avait redressé la tête, oreilles dressées, muscles tendus. « Je sais, » chuchota Mason, « je l'ai entendu aussi. » Il se dirigea vers la fenêtre, écarta légèrement le rideau. Dans la rue déserte, une voiture noire était garée de travers, les phares éteints. La silhouette du conducteur était à peine visible, mais il distinguait la lueur d'une cigarette rougeoyant dans l'obscurité. Quelqu'un attendait. Mason recula lentement. Il prit son téléphone et composa un numéro. « Ici, Hale. Vous pouvez me passer le détective Harris? C'est urgent. » Quelques secondes plus tard, la voix du policier résonna, encore ensommeillé. « Hale? Il est 2 heures du matin. Qu'est-ce qu'il se passe? Quelqu'un nous surveille depuis la rue. Voiture noire, pas de plaque visible. Vous êtes sûr? Aussi sûr que je l'étais des bombes qu'on nous posait sous les roues. » Un silence. Puis Harris répondit, plus grave. « Restez à l'intérieur. J'envoie une patrouille. » Et Mason, verrouillez tout. Mason raccrocha, vérifia les serrures, puis éteignit les lumières. Dans la pénombre, il sentit le regard de Scout sur lui. Le chien se leva péniblement, titubant, mais déterminé. « Reste allongé, » murmura Mason. Scout grogna bas, refusant d'obéir. Une ombre passa devant la fenêtre, lentement, puis une autre. 2 silhouettes, peut-être 3. Mason sentit son sang se glacer. Il attrapa un outil de la trousse vétérinaire, un scalpel chirurgical. Pas grand-chose, mais suffisant si les choses ne tournaient mal. Un bruit de serrure. La porte arrière venait d'être forcée. Le vétéran se glissa derrière le comptoir, gardant Scout à l'abri. Les pas s'approchaient, lents, calculés. Une voix murmura « Le chien doit être là. Pas de témoin. » 2 ombres entrèrent. Des hommes en tenue sombre, cagoule sur la tête. L'un portait une arme, l'autre une lampe torche qu'il dirigea vers les cages.
Mason attendit. Il avait appris la patience dans les tranchées. Il savait que la précipitation tuait plus vite que les balles. Quand la lumière passa devant lui, il frappa. Un mouvement rapide, précis. Le scalpel trancha la main de l'homme qui tenait la lampe. L'autre réagit, tirant un coup de feu. La balle éclata une étagère de médicaments. Scout bondit. Malgré ses blessures, il jaillit hors de sa cage, grognant, ses crocs claquant dans l'air. Il attrapa le bras du tireur, le fit tomber. L'arme glissa au sol. Mason la ramassa, se redressa et visa. « Stop! Police en route !» cria-t-il. Les intrus se figèrent. L'un tenta de s'enfuir par la porte arrière, mais Mason tira dans le mur juste à côté de lui. « Bouge encore et je ne manque pas la prochaine !» Quelques secondes plus tard, les gyrophares bleus apparurent à travers la fenêtre. Les hommes jetèrent leurs armes et se mirent à genoux. Harris entra en premier, arme au poing. « Hale, vous allez bien ?» Mason hocha la tête. « Oui, mais ces types n'étaient pas venus pour discuter. » Les agents les menottèrent, l'un d'eux tenta de protester. « Vous ne comprenez pas, ce n'est pas fini !» Harris le saisit par le col. « Alors éclaire-nous !» L'homme cracha du sang. Vardon, il n'était pas le seul. Il travaillait pour quelqu'un de plus haut. « Qui ?» demanda Mason. « Un ancien colonel, le cerveau du réseau. Il s'appelle Harlan, et il sait qui vous êtes. » Mason sentit le sol se dérober sous lui. Ce nom, il le connaissait. Le colonel Arthur Harlan, commandant de leur unité en Afghanistan. Celui qui avait disparu après la déclassification du dossier de Nawak. « Vous voulez dire, il était vivant ?» L'homme esquissa un sourire. Vivant et en colère. Les agents l'emmenèrent. Harris posa une main sur l'épaule de Mason. « On va creuser ça. Vous devriez rester sous surveillance quelques jours. »« Pas question. Al, écoutez-moi. Si ce Harlan existe encore, il ne s'arrêtera pas là. Justement, plus vite je le trouve, plus vite ça s'arrête. » Scout s'était recouché, haletant, épuisé. Mason s'agenouilla près de lui. « On n'en a pas fini, mon vieux. Pas encore. » Il leva les yeux vers Harris. « Trouvez-moi tout ce que vous pouvez sur Harlan. » Si Vardon bossait pour lui, alors tout ce cauchemar a commencé bien avant Silver Pine. Et je compte bien le finir. Le détective hocha lentement la tête. Je savais que vous diriez ça. Dehors, l'aube commençait à poindre. Le ciel prenait une teinte rose pâle au-dessus des montagnes. Mais cette lumière ne réchauffait rien. Pas encore. Le matin suivant, Silver Pine semblait étrangement calme, comme si la tempête de la veille n'avait jamais eu lieu. Mais Mason, lui, n'était plus le même. La nuit avait laissé dans son esprit des traces plus profondes que toutes les cicatrices qu'il portait déjà. Le nom de Harlan résonnait sans fin dans sa tête. Un nom qu'il croyait enterré depuis des années, le colonel Arthur Harlan, chef de mission sur le terrain, stratège respecté, mais aussi l'homme qui avait ordonné l'assaut à Nawak. Celui qui, après l'explosion, avait effacé les rapports et disparu dans l'ombre, laissant ses hommes porter la honte. Mason savait qu'il ne s'agissait pas d'un hasard. Si Vardon travaillait encore pour lui, cela signifiait une chose. Harlan était en vie, et il protégeait quelque chose d'énorme. Le détective Harris arriva à la clinique à l'aube, l'air fatigué, un dossier à la main. « Vous aviez raison, Hale. On a fouillé dans les archives militaires. Le colonel Harlan n'a jamais été officiellement déclaré mort. Il a été radié après une enquête sur un trafic d'armes en 2015, puis plus rien, disparu. » Mason prit le dossier. À l'intérieur, une photo jaunie. Harlan debout dans le désert, lunettes noires, sourire froid. « Où est-il maintenant ?» Harris soupira. D'après des traces bancaires, il serait passé par le Wyoming, puis vers l'Idaho. On pense qu'il dirige un complexe privé sous couvert d'un centre de réinsertion pour anciens militaires. Camp Sentinelle. Mason plissa les yeux. Ironique, un colonel déchu qui cache un réseau criminel derrière un programme d'aide aux vétérans. Harris le regarda. « Vous savez ce que je vais dire. Vous ne devez pas y aller seul. Je n'ai pas l'intention d'y aller seul. » Mason posa une main sur la tête de Scout, allongée à ses pieds. « On y va ensemble. » Le détective esquissa un sourire las. « Vous êtes incorrigible. Non, réaliste. Si on attend, Harlan effacera tout. Et la prochaine fois, ce ne sera pas une tentative d'intimidation. Il voudra nous faire disparaître. » Harris finit par céder. « D'accord, mais je viens avec vous. On prend 2 véhicules et on reste en contact radio. » Marché conclu. Ils partirent à l'aube du lendemain. La route serpentait entre les montagnes, bordée de pins chargés de neige. Le soleil peinait à percer la brume. Mason conduisait lentement, Scout assis à côté de lui, le museau contre la vitre. Il semblait comprendre la gravité de la mission.
Tu sais, mon grand, on a traversé bien des zones de guerre, mais celle-là, c'est la dernière. Après ça, on rentre vraiment à la maison. » Scout tourna la tête vers lui, ses yeux bruns brillant d'une intelligence presque humaine. Ils roulèrent plusieurs heures jusqu'à atteindre la frontière de l'Idaho. Là, un panneau rouillé indiquait « Camp Sentinelle, réhabilitation pour anciens combattants ». Le portail était fermé, surveillé par 2 hommes en uniforme noir. Aucun insigne officiel. Harris, dans la voiture suiveuse, parla dans la radio. « Pas des bénévoles de ces types, ce sont des mercenaires. »« Je sais, » répondit Mason. « On entre comment ? » « Si on tente de forcer le passage, on se fait descendre. Mais si on passe pour ce qu'on est vraiment, d'anciens soldats en quête d'aide, on peut entrer. » Mason réfléchit, puis hocha la tête. Il coupa le moteur, sortit calmement du véhicule. Scout descendit à ses côtés. Les gardes levèrent leurs armes. « Qui êtes-vous » ? « Mason Hale, vétéran. On m'a parlé de ce centre. On dit que le colonel Harlan aide les anciens. » Les hommes échangèrent un regard. L'un prit une radio et murmura quelques mots. Quelques secondes plus tard, le portail s'ouvrit lentement dans un grincement métallique. « Entrez, le colonel vous attend. » Harris souffla dans la radio. « Bon sang, il s'attendait à vous. »« Je sais, » répondit Mason, « c'est exactement ce que je voulais. » L'intérieur du camp ressemblait à une base militaire miniature. Baraquements alignés, entrepôts, hangars, zones d'entraînement. Des hommes s'y exerçaient, tous vêtus d'uniformes sans écusson. Des regards durs, méfiants. Ce n'était pas un centre de réhabilitation, c'était une armée clandestine. Un homme apparut au bout de l'allée principale. Grand, droit, cheveux gris, uniforme impeccable. Son visage n'avait pas changé, c'était bien Harlan. « Caporal Hale » dit-il d'une voix calme. « J'espérais que vous finiriez par venir. » Mason s'avança. « Vous m'avez fait accuser de meurtre, Harlan. Vous avez détruit ma vie. »« Non, je vous ai protégé, » répondit le colonel. « Si la vérité de Nawak avait éclaté, vous auriez tous été condamnés. J'ai pris la responsabilité. J'ai simplement réorienté les ressources. »« Réorienté ? Vous parlez de trafic d'armes et de meurtre ?» Harlan esquissa un sourire froid. « Vous appelez ça un trafic. Moi j'appelle ça un marché parallèle nécessaire. Le monde ne se maintient pas avec des idéaux, Hale, mais avec des armes. Et qui mieux que des vétérans pour les manier ?» Mason sentit la rage monter. « Caleb Ross a découvert votre réseau. Vous l'avez fait tuer. Vardon a exécuté vos ordres. »« Des sacrifices, » répondit Harlan sans détour, « tout comme vous l'étiez censé l'être. » Scout, à côté de Mason, grogna bas. Harlan baissa les yeux vers lui. « Ah, Scout, toujours le même regard, fidèle jusqu'à la mort. Je suppose qu'il a été utile pour vous laver de vos fautes. Ce chien vaut plus que tout ce que vous représentez. » Le colonel fit un signe discret. 3 hommes s'avancèrent, armes levées. « Vous auriez pu me rejoindre, Hale. Vous étiez un soldat exceptionnel, loyal, discipliné, mais vous avez choisi le camp des faibles. Alors je n'ai plus qu'à vous effacer. » Harris, embusqué à l'extérieur, entendit tout par la radio. Il serre les dents. Pas question, il sortit de sa voiture, chargea son arme et avança à couvert. Mason se mit lentement devant Scout. « Vous voulez effacer un fantôme, Harlan ? Essayez. Mais rappelez-vous, j'ai survécu à tout ce que vous avez détruit. Et je ne suis plus sous vos ordres. » Le premier garde tira. Mason plongea derrière un muret. La balle siffla au-dessus de sa tête. Harris ouvrit le feu depuis l'extérieur, forçant 2 assaillants à se mettre à couvert. Le chaos éclata, des alarmes retentirent dans tout le camp. Scout bondit, agrippant la jambe d'un garde. Mason se releva, désarma un autre d'un coup sec. Les coups de feu résonnaient, se répercutant sur les murs de métal. Harlan recula lentement, le visage toujours calme. « Vous ne comprenez pas, Hale. Même si vous me tuez, d'autres prendront ma place. Vous ne pouvez pas arrêter ce système. Peut-être pas. Mais je peux vous arrêter, vous. » Il visa. Le coup partit. La balle frappa Harlan à l'épaule, le projetant au sol. Le colonel poussa un cri de douleur, son arme glissant hors de portée. Mason s'approcha lentement, pistolet braqué. « Fin de mission, mon colonel. » Quelques heures plus tard, les sirènes de la police fédérale résonnaient autour du camp. Harlan était menotté, les gardes neutralisés. Le détective Harris supervisait les arrestations. « C'est fini, dit-il. On a trouvé des documents, des listes, des comptes offshore. Ce type finançait un réseau international. Vous venez de démanteler tout un empire, Mason. » Mason regarda Scout, assis près de lui, le poil couvert de poussière mais vivant. Il posa la main sur sa tête. « Non, Harris, on vient de le faire. » Le détective esquissa un sourire.
Vous savez, ce chien devrait avoir une médaille. Mason regarda l'horizon, où le soleil commençait à percer la brume. Il a déjà tout ce qu'il faut, la paix. Mais au fond de lui, il savait qu'un dernier chapitre restait à écrire. Pas celui de la guerre, mais celui du pardon, de la reconstruction et de ce lien indestructible entre un homme et son chien. Le camp Sentinelle n'était plus qu'un chaos silencieux. Les sirènes s'étaient tues, ne laissant derrière elles que le grincement du métal tordu, le souffle du vent et le craquement des pas des agents fédéraux fouillant les lieux. Le soleil commençait à descendre, jetant une lueur dorée sur les barbelés et les hangars éventrés. Mason regardait la scène sans un mot. Ses mains tremblaient encore, pas de peur, mais du contre-coup, de la faim. La vraie, celle qu'il n'avait jamais cru atteindre. Le colonel Harlan était assis à l'arrière d'une voiture blindée, menotté, le visage pâle mais toujours fier. Lorsqu'il croisa le regard de Mason, il eut un sourire presque paisible. « Vous croyez avoir gagné, Hale ? Vous n'avez fait que couper une tête. Il y en aura d'autres. » Mason s'approcha lentement, s'accroupit face à lui. « Peut-être, mais vous ne lèverez plus jamais la vôtre. » Harlan sourit. « Vous croyez en la justice ? Moi, je crois en la nature humaine. » Et elle finit toujours par refaire surface. Mason se redressa. « Alors on recommencera, encore et encore, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. » Il fit un signe aux agents. « Emmenez-le. » Les portières claquèrent, et la voiture s'éloigna sur la route enneigée, disparaissant dans la lueur du soir. Mason resta seul un instant, Scout assis à ses côtés. Le chien semblait épuisé, mais ses yeux étaient au vif, attentifs. Il posa doucement sa tête contre la jambe de son maître. « C'est fini, mon vieux, » murmura Mason. « Cette fois, vraiment fini. » Harris s'approcha, son manteau battant dans le vent. « Vous savez, Hale, la plupart des hommes auraient fui. Mais vous avez affronté votre passé. Peu de gens en sont capables. » Mason haussa les épaules. « Je n'ai jamais été très doué pour fuir. Qu'allez-vous faire maintenant ?» Mason regarda l'horizon. « Rentrer, revoir ma fille, et lui apprendre que la guerre ne définit pas un homme. Ce qu'il fait après, oui. » Harris hocha la tête. « Vous avez tout mon respect. Gardez-le pour ceux qui n'en sont pas revenus, » répondit Mason doucement. Quelques jours plus tard, la neige fondait enfin sur Silver Pine. Les journaux parlaient du vétéran justicier et du chien héros. Des chaînes de télévision nationales étaient venues interviewer la Dr Blake qui refusait humblement tout crédit. Mason, lui, restait loin des caméras. Il avait racheté une petite maison à la lisière des bois, la même qu'il occupait avant son arrestation. Les volets étaient encore cassés, la peinture écaillée, mais c'était chez lui. Et surtout, Scout y avait retrouvé sa place, allongé près du poêle, la patte bandée, le regard paisible. Anna venait chaque week-end, elle aidait à réparer la clôture, à repeindre les murs, à remplir la gamelle de Scout. Chaque geste semblait reconstruire un morceau de leur lien brisé. Un soir, alors que la lumière déclinait, Mason s'assit sur le perron avec elle. La forêt baignait dans une lueur dorée. « Tu sais, dit-il en regardant le ciel, j'ai longtemps cru que tout ce que je touchais finissait détruit. » Anna le regarda. « Et maintenant ? Maintenant, je crois que certaines choses méritent qu'on se batte pour elles. » Il posa une main sur la tête de Scout. « Lui, par exemple, et toi ?» Elle sourit. « Tu comptes rester ici ? » ?»« Oui, j'ai eu ma dose de combat. Ce que je veux maintenant, c'est juste du silence et du sens. » Ils restèrent là un moment à écouter le vent. Puis Anna demanda doucement. « Papa, est-ce que tu lui parles encore à maman ?» Mason esquissa un sourire triste. « Pas encore, mais je le ferai. Un jour, quand j'aurai les bons mots. » Une semaine plus tard, un courrier officiel arriva. Le Pentagone. Mason ouvrit la lettre sans émotion apparente. À l'intérieur, un document portait le sceau du département de la Défense. Reconnaissance exceptionnelle pour acte de bravoure et contribution déterminante à la neutralisation d'un réseau illégal menaçant la sécurité nationale. Caporal Mason Hale, accompagné du chien militaire Scout. Une médaille tombait du dossier, argentée, gravée de leurs deux noms. Mason la regarda longuement. Puis il se leva, ouvrit la porte et alla l'accrocher à un clou, juste au-dessus de la gamelle de Scout. « Elle est à toi, vieux frère. C'est toi le héros, pas moi. » Scout leva la tête, remua lentement la queue, la nuit tomba, le feu crépitait dans le poêle. Mason resta assis près de la fenêtre, le regard perdu dans la lueur des flammes. Son esprit vagabondait entre passé et présent.
La guerre, la prison, la neige, les cris, tout semblait si lointain. Pourtant, il savait que ses souvenirs resteraient, mais désormais, il ne le contrôlait plus. Dehors, la forêt s'endormait. Une chouette ululait. La neige se remettait à tomber doucement, paisiblement, sans menace. Mason ferma les yeux, écoutant le souffle régulier de Scout à ses pieds. Il murmura « Tu sais, on a vu l'enfer, toi et moi. Mais ce soir, on est encore debout. Et c'est tout ce qui compte. » Le chien remua faiblement la queue comme pour approuver. Le lendemain matin, la Dr Blake passa leur rendre visite. Scout se leva pour l'accueillir, clopinant mais fier. « Incroyable, dit-elle avec un sourire. Il récupère plus vite que je ne l'aurais cru. Il n'a jamais su ce que voulait dire abandonner, répondit Mason. Elle observa la maison, les photos sur les murs, la vie qui revenait doucement. Vous savez, c'est drôle. Quand je vous ai rencontré, je voyais un homme brisé. Maintenant, je vois quelqu'un qui sait pourquoi il s'est battu. Mason sourit. Peut-être qu'il fallait juste que je me perde pour me retrouver. Elle le fixa un instant. Et maintenant, je veux enseigner. Pas la guerre, mais la paix. J'ai parlé à un centre pour vétérans. Ils veulent sans que je les aide à former les chiens d'assistance, pour que d'autres aient un scout à leur côté. La docteure sourit. Voilà ce qu'on appelle la rédemption. Mason regarda Scout. Non, docteur. C'est ce qu'on appelle un nouveau départ. Le vent souffla doucement à travers les pins. Le ciel se dégageait, clair et pur. Le monde semblait enfin respirer. Scout s'assit devant la maison regardant la forêt. Son regard restait vigilant, mais apaisé. Pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait plus rien à protéger, seulement vivre. 3 mois plus tard, Silverpin avait retrouvé son calme. La neige avait disparu, laissant place à la verdure renaissante. Les montagnes, jadis froides et menaçantes, semblaient désormais bienveillantes. Les gens avaient repris le cours de leur vie. Pour eux, Mason Hale n'était plus qu'une histoire racontée dans les journaux. Le vétéran injustement accusé, le chien qui a sauvé la vérité. Mais pour Mason, rien n'était redevenu comme avant. Et c'était tant mieux. Chaque matin, il se levait avant le lever du soleil. Il sortait sur le perron, un café chaud à la main, et observait Scout trottiner lentement dans le jardin. Le chien boitait encore un peu, mais son regard restait alerte, vivant, fier. Un simple collier autour du cou, sans médaille, sans ornement. Mason lui avait retiré tout ce qui rappelait la guerre. « Tu l'as assez porté pour 2 vies », lui avait-il dit. Dans la grange réaménagée, une dizaine de vétérans s'entraînaient avec leurs chiens. C'était le nouveau programme qu'il avait lancé avec l'aide de la Dr Blake, The Sentinel Project, un centre d'entraînement et de réhabilitation où les anciens soldats et les chiens abandonnés se reconstruisaient ensemble. Là, on n'enseignait pas à se battre, on apprenait à guérir. Mason marchait entre eux, observant les duos se former. Des hommes silencieux, des regards perdus, des mains tremblantes, et face à eux des animaux patients, calmes, qui leur apprenaient sans un mot à respirer de nouveau. Un jeune vétéran leva la main. « Monsieur Hale, le mien ne veut pas obéir. Il reste assis et me regarde sans bouger. » Mason s'approcha, posa un genou au sol. « Il t'observe. Il veut savoir si tu vas lui faire confiance avant de t'écouter. Les chiens sentent d'une fracture, tu sais, mais ils ne nous jugent jamais. » Le jeune homme acquiesça lentement. Scout observait la scène depuis l'entrée, immobile, la tête haute. Il n'était plus un simple survivant. Il était devenu le symbole de ce lieu. Tous les vétérans savaient son histoire. Ils voyaient dans ses yeux ce qu'ils cherchaient encore, la paix après le chaos. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes, Mason et Anna s'assirent auprès du feu de camp. Les flammes dansaient doucement, le crépitement du bois se mêlant au souffle léger du vent. « Tu penses encore à lui ?» demanda Anna. « À qui ?»« Le colonel. À tout ce que vous avez vécu. » Mason resta un moment silencieux. « Oui, parfois, mais plus avec colère, avec recul. Il a choisi la peur, moi j'ai choisi de vivre. » Elle hocha la tête. « Tu crois qu'on peut vraiment tourner la page ? Non, mais on peut apprendre à la lire sans douleur. » Ils restèrent là longtemps, sans parler. Scout s'allongea entre eux, la tête posée sur les genoux de Mason. Anna passe doucement la main sur son pelage. « Il est si vieux, hein ?» murmura-t-elle. Mason sourit faiblement. « Oui, mais il n'a jamais été aussi heureux. » Les saisons passèrent, l'été s'installa, puis l'automne avec ses odeurs de bois et de pluie. Le centre prospérait. Les vétérans arrivaient de tout le pays. Chacun trouvait ici un bout de ce qu'il avait perdu ailleurs.
Un matin d'octobre, Mason sentit que quelque chose avait changé. Scoot, d'ordinaire le premier à venir le saluer, ne bougea pas. Il était allongé sur son tapis, le regard paisible. Mason s'agenouilla près de lui. « Et mon vieux ?» Le chien leva lentement la tête. Son souffle était faible, mais son regard restait clair. Mason comprit. Il resta là des heures, sa main posée sur son flanc, lui parlant doucement. Des mots simples, pleins d'amour et de gratitude, des souvenirs partagés, des promesses tenues. « Tu peux te reposer maintenant. Tu as fini ton devoir. Tu as ramené la lumière là où il n'y avait plus rien. » Scoot remua faiblement la queue. Puis, dans un dernier souffle tranquille, il ferma les yeux. Mason ne pleura pas tout de suite. Il resta simplement là, le cœur serré, le visage apaisé. Il savait que rien ne mourrait vraiment tant qu'on se souvenait. Quelques jours plus tard, tout le centre se réunit sur la colline derrière la maison. Une tombe simple, une pierre gravée, Scout soldat, sauveur, ami. Toujours fidèle, Mason prit la parole devant les vétérans. Sa voix tremblait légèrement, mais chaque mot portait une force calme. Ce chien m'a appris plus que toutes les guerres du monde. Il m'a appris qu'on pouvait être brisé et rester loyal, qu'on pouvait avoir tout perdu et pourtant continuer d'aimer. Il marqua une pause, levant les yeux vers le ciel limpide. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que, d'une manière ou d'une autre, vous cherchez encore à vous reconstruire. Et je vous le dis, c'est possible, pas parce qu'on oublie, mais parce qu'on apprend à vivre avec. Le silence qui suivit fut lourd de respect. Certains hommes pleuraient, d'autres, simplement, regardaient la pierre. Après la cérémonie, Anna s'approcha de lui. « Tu vas bien ?» Il hocha la tête. « Oui, parce que ce qu'il était ne s'éteint pas ici. Il est dans chacun de nous. Dans chaque chien qu'on sauve, dans chaque vie qu'on aide à tenir debout. » Elle le prit dans ses bras. Le vent souleva quelques feuilles d'automne tournoyant doucement autour d'eux. Des mois plus tard, un journaliste vint l'interviewer pour un documentaire sur les héros oubliés. Mason accepta à une seule condition, « Si vous parlez de moi, parlez de lui aussi. Sans lui, je ne serai pas là. » Le reportage montra des images du camp, des vétérans, des chiens en rééducation et une photo de Scout trônant dans le hall, entouré d'une plaque. Certains héros ne parlent pas. Ils aboient, ils veillent et ils nous apprennent à redevenir humains. Quand l'émission fut diffusée, des dons affluèrent de tout le pays. Le Sentinel Project s'agrandit. Mason refusa les honneurs officiels, mais accepta volontiers les visites de ceux qui avaient besoin de croire, ne serait-ce qu'un instant, qu'il existe encore des miracles silencieux. Et certains soirs, quand le vent soufflait entre les pins, il lui semblait entendre un aboiement au loin, un écho familier, pas triste non, juste présent. Il souriait alors, murmurant pour lui-même « Bonne garde, vieux frère, mission accomplie ».